Madame, Monsieur, bonsoir. Au menu de votre émission ce soir, analyse des conclusions d'une mission du Fonds monétaire international, le FMI, suite à des discussions virtuelles avec les autorités marocaines dans le cadre des consultations pour l'année en cours, donc 2021. Et selon laquelle, donc cette note de ce rapport, l'économie marocaine est en train de rebondir. La reprise économique devrait se poursuivre au cours des prochaines années, même si la pandémie de Covid-19 laissera encore quelques séquelles, selon bien sûr les termes de la mission du FMI, qui salue par ailleurs l'engagement des autorités marocaines dans un large spectre de réformes structurelles qui devraient être soutenues par un plan de financement adéquat et un cadre macroéconomique cohérent et stable. Comment concrètement et pourquoi les banques marocaines ont montré autant de résilience? Des questions parmi d'autres que je poserai ce soir à mes invités distingués en les personnes de professeur Fouzi Mourji, professeur d'économie à l'université Hassan II de Casablanca, professeur Khalid Ben Ali, économiste, et professeur Mohamed Chigar, économiste, et se joindra à nous plus tard l'expert en questions bancaires Mustafa Al-Jay, économiste, enseignant-chercheur à l'université Hassan II également. Ma première question est pour professeur Mohamed Chigar. Bonsoir, merci de vous joindre à nous dans l'émission Questions d'actu. Alors, ce rapport de la mission du FMI, est-ce qu'on peut parler d'une bonne nouvelle pour l'économie marocaine, d'une réelle reprise? Est-ce que les impacts de la Covid-19 ont été résorbés? Bonsoir. Est-ce qu'on doit attendre toujours le FMI pour nous informer de la situation de notre économie? Est-ce qu'il n'y a pas d'experts et de spécialistes marocains et des Marocains qui connaissent bien l'économie marocaine? Permettez-moi au début de vous faire part de mon inquiétude et de ma déception. Mon inquiétude, c'est que je constate que le FMI, il semble qu'il n'a pas tiré les leçons de la pandémie. Le monde d'aujourd'hui, ce n'est plus le monde d'avant la pandémie. Je vois qu'il utilise toujours le même style, les mêmes recettes, etc. Ma déception, c'est qu'il reprend toujours la même appréciation concernant l'économie marocaine. Le Maroc peut mieux faire. C'est ça si on consulte l'ensemble de ces rapports au cours de ces dernières années, c'est toujours la même appréciation, alors que le Maroc a entamé des réformes depuis 1993. Jusqu'à aujourd'hui, le FMI n'a même pas pris la peine de faire l'évaluation de ce qu'il suggérait à des économies comme l'économie marocaine pour s'assurer qu'effectivement, ce qu'il recommande, ce qu'il suggère, vont dans le bon sens. Je crois qu'il est temps que le FMI fasse une pause et évalue son action vis-à-vis des pays membres, pour s'assurer qu'effectivement les choses vont dans le bon sens. Concernant l'économie et le rebondit, qu'est-ce que ça veut dire le rebondit? D'un côté, la crise, c'est une crise qui est due à une pandémie. Et le Maroc, il a bien géré cette pandémie. Il a décidé, à un certain moment, d'arrêter, j'allais dire, la machine de production pour éviter les conséquences de la pandémie. Mais au cours de cet arrêt, il y avait des secteurs qui étaient toujours en fonction, qui ont toujours produit. Je prends par exemple l'agroalimentaire. Je prends par exemple au niveau des services les secteurs de distribution. Par ailleurs, le FMI ne parle que d'une partie de l'économie marocaine, celle dont la comptabilité nationale arrive à capter sa valeur ajoutée. Mais rien sur le reste de l'économie qui représente plus de 40% du PIB. Donc, à mon sens, on n'a pas besoin du FMI pour nous dire si l'économie va dans le bon sens ou non. On a besoin d'un FMI qui accompagne. On a besoin d'un FMI qui soutient, mais pas un FMI qui nous donne la direction. Ça, c'est à nous de le faire, d'ailleurs on l'a constaté. Au niveau des réformes, les réformes qui ont vraiment réussi, ce sont les réformes sociétales qui ont été initiées par le souverain, telles que le code de la famille, telles que la Constitution, telles que aujourd'hui la généralisation de la prévoyance sociale. Mais toutes les réformes suggérées par le FMI, le résultat est mitigé. Très bien. Cela dit, professeur Chigar, donc dans ce rapport de la mission,
Il est clair que ses membres, en tout cas, cette mission-là, a applaudi les réformes qui ont été engagées par le Maroc, les réformes structurelles. Donc finalement, in fine, porte quand même un regard et une appréciation positive au niveau de ces réformes structurelles. Mais il reste cet aspect, de peut mieux faire, comme vous le dites, c'est Shiger. Donc il y a cette question il faut encore plus de réformes et afin de booster davantage la croissance. Permettez-moi de vous dire, pour être très clair, moi je ne suis pas contre le FMI. Le FMI est dans son rôle. Oui, bien sûr. Mais je suis en train d'évaluer son action. D'accord. Donc jusqu'à aujourd'hui, depuis 1993, il ne cesse de nous dire c'est bien, mais continuez à réformer. Jusqu'à quand? Alors, je vais poser la même question. Est-ce que d'abord, peut-être une réaction de mes deux autres invités. Tout d'abord, professeur Fouzi Morji, qu'en pensez-vous? Votre aussi retour, votre feedback par rapport à la globalité des conclusions de ce rapport de mission du FMI? Bien, je vous remercie. Bonsoir à tout le monde. Je crois qu'il est bon de situer le rôle du FMI d'abord et ensuite, j'allais dire, le rôle des institutions et des décideurs marocains en matière de gestion de la chose publique. Le FMI, pour reprendre ce que disait mon collègue prédécesseur, a intervenu dans une première étape à une époque où le Maroc était en cessation de paiement début des années 80 et notamment 1983, de profonds déséquilibres macroéconomiques effectivement, d'une inflation, des déficits intérieurs et extérieurs. Il y a eu l'ajustement structurel qui s'est arrêté en 92-93 et depuis, la dernière visite des experts du Fonds monétaire international se situe dans le cadre de l'article 4 qui concerne tous les pays. Donc nous ne sommes plus, comme il a été dit à un moment donné, entre guillemets, sous tutelle du FMI, mais nous sommes un partenaire au même titre que d'autres pays. Maintenant, quels sont les objectifs que poursuit le Fonds monétaire international d'un côté et les objectifs des décideurs marocains qui effectivement disposent d'un background de techniciens, qui effectuent des prévisions, et je vais en dire deux mots dans un moment. Ce que je retiens, ce qu'il faut quand même retenir, c'est que le Fonds monétaire, quand il fait des prévisions par pays, son objectif, c'est déjà d'assurer la stabilité et d'envoyer des signaux à des partenaires potentiels et ensuite, effectivement, insigner ou instiguer quelques incitations à des dispositions qui relèvent de l'idéologique. Et je vais y venir dans un moment, notamment par rapport à cette question de l'extension de la couverture sociale. En deux mots, nous, j'allais dire, quand on regarde les responsables des prévisions macroéconomiques et ceux qui préparent la décision en matière de dispositions à introduire dans une loi de finances, ils prennent en compte d'un côté les tendances de la conjoncture internationale qui constituent quelque chose comme des contraintes par rapport à l'économie, les cours du dollar, le cours du pétrole, la croissance économique internationale qui détermine quelque part les perspectives de croissance, d'exportation et ou d'investissement direct étranger. Et d'un autre côté, ils prennent en compte des hypothèses sur les variables externes marocaines comme la pluviométrie et autres. Moralité, les dispositions qui sont prises en interne, notamment dans les cadres de loi de finances par exemple, consistent à regarder le probable et voir comment les mesures qui sont prises peuvent infléchir ce probable vers du souhaitable, du mieux. Maintenant, le Fonds monétaire, oui, il déclare que le Maroc réalise des réformes, etc. Mais je voudrais insister sur quelque chose qui relève un peu de l'idéologie. Quand on regarde l'extension de la couverture sociale, il parle de ce que c'est un beau chantier, mais que c'est un moyen de promouvoir le secteur privé. C'est peut-être une vision, mais il est bon de regarder ce qui se passe au niveau international. Quand on parle de couverture sociale généralisée ou universelle, c'est CSU, eh bien, il n'y a pas que la couverture assurance,
et la consultation, j'allais dire, d'organismes privés, et la couverture sert à ça, il y a aussi, et ça me semble très important à retenir, l'accès aux soins, parce que derrière la couverture sociale, ce qu'on cherche, c'est notamment l'accès aux soins, il passe aussi par une amélioration de l'offre d'infrastructures sanitaires, des hôpitaux qui soient à proximité et qui soient dotés des moyens de répondre aux besoins de la population. Donc ce n'est pas forcément par le biais de la promotion des infrastructures hospitalières privées. Ça peut aussi, et peut-être beaucoup, hier j'étais dans une thèse de doctorat sur la question en Guinée, eh bien il y a des études qui révèlent que en fait en Guinée, par un Guinéen, mais sur un panel de pays africains, les pays, notamment le Rwanda, qui est un excellent exemple à ce niveau-là, les pays qui réussissent le mieux la couverture sociale au sens accès aux soins sont les pays qui développent notamment les infrastructures publiques, les infrastructures hospitalières, avec tout ce que cela peut comporter comme proximité d'une part et comme dotation en équipement et en personnel, en capital humain, encore une fois pour répondre aux besoins de la population en soins. Très bien. Nous y reviendrons certainement et nous reviendrons aussi à ce concept de partenariat public-privé, notamment dans des secteurs dits sociaux, en l'occurrence l'éducation et la santé. Et il est vrai que les avis divergent sur cette question. Je me dirige à présent vers professeur Khalid Ben Ali. Bonsoir, merci à vous encore une fois de vous joindre à notre débat ce soir. Peut-être une réaction sur ce qui a été avancé, une question que j'ai envie de vous poser par rapport à ce dilemme entre croissance et le professeur Schigel l'a évoqué, soulevé tout à l'heure, croissance et création de valeur. Parce que c'est là où le bas blesse finalement. Et notamment la réduction du chômage et celle de l'inflation aussi. Permettez-moi tout d'abord de faire un petit zoom sur l'aperçu qui a été formulé par mes deux collègues. Moi, j'estime que toute mission, que ce soit du FMI, de la Banque mondiale, des agences de notation, présente en ce sens deux aspects. Le premier aspect du rapport du FMI, c'est qu'il cadre très bien avec la note de conjoncture publiée par la direction des prévisions financières du ministère des Finances, qui renvoie et qui permet de conclure que presque tous les secteurs sont en train de rebondir et reprendre petit à petit, peut-être différente, le chemin de la croissance qu'il y avait avant le Covid. Le deuxième élément, c'est que durant ces 3 ou 4 dernières années, nous avons constaté toujours que les chiffres de taux de croissance, que ce soit prévus par le HCP, la Banque du Maghreb ou le FMI, sont en train de se rapprocher. Il n'y a pas de grande différence. Ils sont en train de s'accorder sur des chiffres. Parce que finalement, nous connaissons que notre économie marocaine, 3 à 4%, c'est ce qu'elle peut produire compte tenu de la conjoncture actuelle et du modèle actuel dont a parlé mon collègue M. Schigel. Troisième élément sur lequel je reviendrai quand même, c'est que indépendamment de la vie du pays et les questions des réformes, ces témoignages permettent quand même de sécuriser les investisseurs étrangers, de donner des bons signes de l'économie marocaine, parce que quand on a recours à l'endettement, nous avons besoin de sécuriser les bailleurs de fonds, parce qu'on a besoin. Et donc, à travers les agences de notation, à travers ces rapports, donc c'est un peu dans ce sens. Mais je dirais toujours que les grandes questions des réformes, et je ne citerai qu'une seule, celle de la migration du taux de change fixe au taux de change flottant, nous n'avons adopté que lorsque nous avons jugé que notre économie est en mesure de le faire, sachant que les instances internationales avaient insisté avant la prise de décision de migrer. Le deuxième élément, le modèle de croissance. Nous sommes aujourd'hui dans un tournant. Nous avons notre modèle qui a prévalu jusqu'aujourd'hui, basé sur la demande interne, l'investissement public est basé sur l'agriculture comme levier de l'économie productive de croissance, et nous voulons migrer vers le modèle prévu par le nouveau modèle de développement économique où nous optons pour une politique sociale à travers l'amélioration des secteurs sociaux, vers une politique de libéralisation en stimulant l'investissement privé
en dotant l'économie de structure. Et ceci pourquoi? Pour pouvoir réaliser un taux de PIB. Les taux PIB, les taux de croissance privés prévus par le nouveau modèle économique aillent jusqu'à 7% en 2030, avec des paliers entre 2022 et 2025, 2026, 2030 et jusqu'à 2035. Donc nous comptons donc aujourd'hui notre modèle, c'est d'augmenter la richesse nationale, de la renchérir et par la suite faire des mécanismes de redistribution. Mais ça rejoint aussi les conclusions de ce rapport de la mission, professeur Benali, quand on parle de diversification de l'économie et aussi par rapport à cette dépendance, parce que il y a une autre des recommandations, parce qu'on passe maintenant aux recommandations. L'une des recommandations de cette mission du FMI, c'est de dépendre moins de secteurs qui ont été lourdement impactés par la pandémie, en l'occurrence le tourisme. Mais cela dit, le Maroc dépend aussi de l'agriculture, et heureusement d'ailleurs, parce que c'est ce qui a sauvé la croissance pour 2021. Donc là, on est en train de revoir certainement notre copie, mais il y a des choses, il y a des, j'ai envie de dire, il y a des bases que peut-être il ne serait pas judicieux de toucher, en l'occurrence l'agriculture, même si on dépend de la pluviométrie et du ciel. Premièrement, je crois qu'il est important de dresser un premier constat. C'est que malgré les résultats, nous sommes encore tributaires en matière de tourisme. Nous avons une dépendance énergétique, dépendance en matière première. Et ces dépendances-là, aujourd'hui, on a constaté ces derniers jours, il suffit de l'augmentation des matières premières au niveau international. Il suffit d'un problème d'approvisionnement de transport au niveau international pour que tous les prix augmentent, parce que les échanges mondiaux ont été impactés. Et qu'est-ce qui a impacté en dernier lieu? C'est le consommateur, parce que moi je suis un producteur ou un importateur, j'importe à un certain moment une marchandise et je la répercute sur le consommateur. Mais revenons toujours à notre débat de création de valeur. Les missions des FMI, de la Banque mondiale ou d'autres instances, elles tiennent des réunions avec les responsables marocains. Et donc, quand j'ai dit que les chiffres cadrent avec la note de conjoncture de novembre 2021 de la DPF, c'est que nous avons notre évaluation. Parce qu'aujourd'hui, on a une évaluation, un taux de croissance prévu par l'UNCRI, un taux de croissance prévu par le HCP, le taux de croissance prévu au niveau de la loi de finances. Donc, nous avons une pluralité et différentes méthodes d'élaboration des budgets, que ce soit économique ou de budget par la loi de finances ou d'élaboration d'autres taux de croissance. Donc là, à ce niveau, j'estime que le partage des chiffres, nous savons aujourd'hui que concrètement, nous devons capitaliser sur les secteurs où nous sommes prioritaires, tels que le phosphate, l'industrie automobile, l'industrie aéronautique, l'agriculture, mais nous devons quand même les moderniser et faire des transformations de notre économie vers l'autre secteur qui est le secteur secondaire où il y a beaucoup de choses à faire. La structure aujourd'hui de notre investissement dont a parlé M. Gilles, nous avons un taux d'investissement parmi les meilleurs, à plus de 30% dans la région MENA. Mais nous avons un taux de croissance qui est faible. Donc, où est le bas blesse là? Il faut dire pourquoi? Parce que nous avons une structure où 75% de l'investissement public et 25% de l'investissement privé. Absolument. Je voudrais revenir justement sur les réformes structurelles et sur leur financement. Professeur Shiger, vous avez parlé de libéralisation de l'économie tout à l'heure. On va dans ce sens-là et on va aussi dans le sens où... je reviens aussi sur quelque chose que vous avez cité sur ces équilibres macroéconomiques, ces sacro-saints auxquels nous ne devons pas toucher, entre guillemets, mais que la pandémie a poussé à revoir cette stratégie, cette approche marocaine. Donc, s'endetter davantage, creuser le déficit pour pouvoir créer plus de valeur, selon vous? Avant, est-ce que je peux rebondir? Bien sûr, naturellement. Oui. Première remarque essentielle, lorsqu'on les rapports de FMI, depuis que le Maroc a décidé d'élaborer un nouveau modèle de développement, on n'a jamais parlé de l'ancien. Est-ce que vous l'avez constaté? Le FMI n'a jamais précisé les contours de l'ancien modèle de développement qu'il faut dépasser. Il met toujours l'accent sur les réformes, sur la base d'une hypothèse, parce que là, nous sommes dans l'économie. C'est une science sociale, ce n'est pas une science exacte. Ce que dit le FMI, c'est une pensée parmi d'autres sur le plan économique. Il ne faut pas l'oublier.
Donc, il faut toujours avoir cet esprit critique pour bien comprendre ce qui est derrière toute la démarche du FMI. Je prends le deuxième remarque. Qu'est-ce qui est derrière, justement? Bon. Il y a de l'idéologie. Vous n'allez pas me dire que le Maroc va se développer grâce au marché. Nous n'avons pas une économie de marché. L'hypothèse de base, elle est erronée complètement. Et il considère que l'État marocain, l'État d'une manière générale, ne doit pas s'engager pour développer le pays. C'est tout à fait le contraire qu'on voit chez nous. C'est grâce à l'investissement public que le privé existe toujours. Et il y a du bon sens dans tout ça. Hein. Il faut regarder les choses d'une manière, non pas avec des lunettes du FMI, mais avec des lunettes marocaines, maroco-marocaines. Je prends dans ce cadre-là, je prends un exemple. Il ne parle que de la croissance. Il n'a jamais parlé du développement. Oui. C'est pour ça que je pose la question à Sichigr. Justement, c'est pour ça que je pose la question. Pourquoi? Parce qu'on parle de croissance, mais est-ce qu'on parle de création de valeur? Et c'est là, comme je reprends mon expression de tout à l'heure, c'est là où le bas blesse. Parce que le Maroc génère de la croissance, mais génère-t-il assez d'emplois et de richesses? Donc il faut en premier lieu faire le diagnostic de l'économie. C'est l'élément le plus important. Et le FMI ne parle jamais du développement. Pourquoi? Parce que lorsqu'il s'agit de la croissance, il peut facilement vous dire « laissez le marché faire ». Nous ne sommes pas contre si on a une économie du marché réellement. Mais nous avons besoin de développement. Et lorsqu'on dit développement, il faut une action volontariste. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on constate au niveau de la croissance? Il nous dit qu'il faut 7%. Moi, je vous dis, je n'ai pas besoin de 7%. Donnez-moi une croissance de qualité de 3 ou 4%, ça marchera. Donnez-moi une croissance dont la valeur ajoutée est très forte. Donnez-moi une croissance dont la répartition se fait d'une manière plus ou moins juste. Quel soit le niveau, importe peu. C'est la qualité qui doit primer. C'est la qualité qu'il faut prendre en considération. Et cela ne peut se faire que si on réhabilite le concept de développement. C'est à l'État d'introduire, de jouer son rôle. Le marché peut jouer un rôle à un certain moment, mais nous avons besoin, vu notre économie, vu notre situation, nous sommes un pays sous-développé, nous avons besoin d'un État volontariste. Je ne parle pas de l'État interventionniste tel qu'on l'a connu avant, un État volontariste mais rénové. Ça, c'est un élément important. Je constate aussi, j'ai deux autres petites remarques. Je constate aussi, on parle beaucoup du partenariat public-privé. C'est une très bonne chose. Avant, dans les années 60-70, on parlait d'économie mixte. Mais le problème se situe à quel niveau? Le problème se situe au niveau du privé marocain. Et d'ailleurs, le modèle de développement entre 1965-67 jusqu'à 1983, c'était un modèle basé sur un État intérimaire, un État qui intervient là où il y a une défaillance du privé et qui se désengage là où le privé se manifeste. Donc il y avait une certaine complémentarité. Et on développait à cette époque, je me rappelle très très bien, lorsque j'étais à la Caisse des dépôts et gestion, on développait cette économie mixte. Troisième élément, lorsqu'on parle de l'inflation, on a une banque centrale qui est complètement autonome et dont sa mission principale, c'est la maîtrise de l'inflation. Est-ce qu'elle a pu faire face à l'inflation actuellement, à l'inflation importée, même à l'inflation provoquée? Elle ne peut maîtriser que l'inflation du coût du travail, du coût de production, c'est-à-dire beaucoup plus, maîtriser l'augmentation des salaires, plus particulièrement, maîtriser peut-être au niveau de la politique monétaire, encadrer plus ou moins le crédit, mais tout ce qui est inflation importée, tout ce qui est inflation provoquée, la Banque centrale elle est complètement désarmée. Et le Maroc n'échappe pas à une tendance mondiale. Et le Maroc n'échappe pas à une tendance mondiale inflationniste. Je ne dis pas le contraire, mais en même temps, il y avait une inflation provoquée ici chez nous. Matécha et les tomates et autres, ils ont augmenté d'une manière... ça n'a rien à voir avec l'étranger, l'extérieur. Non, mais là, c'est une autre question. Là, c'est par rapport au pouvoir d'achat. Et là, entreront d'autres éléments tels que les intermédiaires, l'intermédiation qui reste un grand problème en ce qui concerne la distribution, notamment agroalimentaire et alimentaire. Ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, mais c'est juste par rapport à ces pressions inflationnistes. Aujourd'hui, elles pèsent sur toutes les économies mondiales. Le Maroc n'y échappe pas. Mais selon vous, elles restent quand même bien contenues à ce jour?
Ah oui, je crois que jusqu'à maintenant, le taux d'inflation est plus ou moins maîtrisable. Très bien. D'ailleurs, je vais vous dire, je vais peut-être vous surprendre. Le concept de l'inflation en tant que concept, au début du capitalisme, il signifie progrès. Parce que, c'est-à-dire que la demande fait pression sur l'offre. Oui. Et en faisant pression sur l'offre, il va s'élargir, on va investir, on va créer des entreprises, etc. L'inflation n'a pas toujours dans l'histoire, il n'avait pas toujours la même signification. Au début, l'inflation, c'était un élément, un indicateur du progrès, un indicateur de la création de valeur. Aujourd'hui, bien sûr, avec les problèmes qu'on a eu juste après la Seconde Guerre mondiale, etc., on s'est rendu, dans les années 70, on s'est rendu compte qu'il faut plus ou moins maîtriser l'inflation. Il y avait même ce problème entre inflation et chômage. Faut-il maîtriser l'inflation et laisser filer le chômage ou l'inverse? Merci. À mon sens, je m'excuse de le dire, nous n'avons même pas besoin d'experts. Nous avons besoin du bon sens. Nous avons besoin du bon sens. Regardez les choses telles qu'elles sont et essayer de comprendre. Bien sûr, il faut gérer notre relation avec le FMI. Il est là. On n'a pas le choix. C'est une contrainte. Mais en même temps, il faut prendre conscience que le FMI, il n'agit pas pour les beaux yeux du Maroc. Il a aussi ses propres intérêts. Il a derrière, comme je viens de le dire, sa vision, sa conception. La Covid a complètement chamboulé tout ça. Absolument. Et malheureusement, ce qu'on constate, il y a eu la crise de 2008. On s'est rendu compte qu'on n'a pas tiré les leçons qui s'imposent. Je parle au niveau international. Aujourd'hui, avec la Covid, on voit que les pays développés, plus ou moins le Maroc, on commence à tirer les leçons qui s'imposent, alors qu'un organisme comme le FMI, on a l'impression qu'il est out, il est hors jeu. Très bien. Bon, alors revenons aux contraintes. Merci beaucoup, professeur Chigar. Revenons aux contraintes. Avec vous, professeur Fouzi Morji, il y a cette contrainte, bien sûr, du financement, puisqu'on parle de FMI et de Banque mondiale. On ne peut pas ne pas parler de financement. Et qu'est-ce qu'une politique? Bon, faisons un peu de pédagogie. On en fait depuis tout à l'heure. On fait de l'histoire, on fait de l'économie, c'est ce qui est intéressant dans ce beau panel qui constitue aujourd'hui le tour de table de cette émission ce soir. Une politique budgétaire expansionniste. Donc ça figure dans le rapport de la mission du FMI. Qu'est-ce que c'est? Est-ce une bonne chose? Sans pour autant, encore une fois, toucher à ces sacro-saints de équilibre. Voilà, j'y arrive. Équilibre macroéconomique. Je vous remercie encore une fois de soulever ce genre de questions et d'initier ce genre de débat. Et je vais commencer peut-être par dire qu'il y a autant de cogitum que de cogitatum, ça c'est du point de vue philosophique, et j'allais dire le type de questions qui sont soulevées comme cette soirée, relève un peu des mêmes préoccupations. Du coup, je suis tenu quand même, avant de revenir à cette question de politique expansionniste, de revenir brièvement sur certains des points qui ont été évoqués préalablement. Le premier, c'est la, entre guillemets, dépendance moindre de l'agriculture. Ça peut être une recommandation, comme vous l'avez mentionné, mais si vous voulez, des recommandations, elles n'ont de réel intérêt que lorsqu'elles sont accompagnées d'orientation, de suggestions, de moyens pour y parvenir. Alors, la réflexion que l'on peut développer à ce niveau-là, quelle est la cohérence entre, d'un côté, la politique de change qui est suggérée et l'industrialisation qui est l'un des moyens de parvenir à une moindre dépendance de l'agriculture, par exemple. Et en liaison avec ceci, quand on parle d'investissement public et privé, ce sont des tout, mais
hyper hétérogène, parce que quand on parle d'investissement public ou privé, il faut regarder la structure qui le constitue. Quand on fait des autoroutes, ça augmente l'investissement privé. Quand on construit public. Quand on construit des autoroutes, c'est pareil. Moralité, il faut regarder où vont ces investissements et quelle est la rentabilité sociale de l'investissement. En d'autres termes, faire une autoroute ou un hôpital, faire une autoroute ou des routes communales pour désenclaver des régions qui sont en milieu rural, par exemple. Donc, si vous voulez, il faut aller un peu dans le détail pour ne pas rester dans les orientations à caractère général, mais qui n'ont pas de portée opérationnelle. Croissance et emploi. Les 7%, si on veut les décomposer, ça ne tombe pas du ciel. En fait, l'idée, c'est que la croissance doit être en harmonie avec la croissance économique, j'entends, pour créer suffisamment d'emplois par rapport au gap que nous observons, qui est la croissance de la population en âge de travailler. Nous avons un certain nombre de jeunes qui arrivent chaque année sur le marché du travail, la population donc active, en tout cas susceptible de participer au marché du travail. Le taux qu'elle réalise autour de 2,8%, si on y ajoute les gains de productivité autour de 2%, ça nous amène à 4,8%. Si on y ajoute l'absorption, les besoins d'absorption du stock de chômeurs, 2%, ça nous amène aux 7%. Donc les 7% sont quelque chose qui est vital pour réduire l'accumulation l'accumulation du stock de chômeurs d'une année à l'autre. Maintenant, j'aimerais, j'allais dire discuter, parce que je n'ai pas la prétention de répondre avec docte ou avec une vérité immuable. La politique expansionniste, ça veut dire quoi au juste? Ça veut dire qu'on crée des emplois, ça veut dire qu'on injecte de la monnaie pour faciliter le développement de l'investissement. Mais encore une fois, l'investissement utile, on parle de régionalisation, est-ce que l'investissement public est davantage dans les zones urbaines ou touche également le rural? Quel est le répondant? Quelles incitations à l'investissement privé? En quoi l'investissement public répond-il aux attentes pour que le privé développe également l'investissement, et en quoi l'investissement public permet de davantage développer le capital humain qui en lui-même est un progrès et ensuite facilite le développement de l'investissement privé. Je ne parle pas des investissements directs étrangers qui sont un plus, mais qui ne sont pas, j'allais dire, l'essentiel. Si vous regardez la FBCF au Maroc, la part des IDE ne constitue pas la part la plus importante. Ça a été dit par un de mes collègues tout à l'heure. La croissance, elle est tirée par la demande intérieure, consommation et investissement intérieur. L'un des problèmes que nous avons, c'est que nous avons une croissance dont on ne tire pas tous les produits à cause du contenu en import de notre production. Nous avons un contenu en consommation intermédiaire, en produits semi-finis et autres, qui fait que dès que la production au Maroc augmente, nous avons une augmentation des importations. Et comme on le sait bien sûr, Y égale C plus I plus X, moins M. Moralité, le moins M fait qu'il y a une partie des fruits de la croissance qui fuit vers l'extérieur. Ça, c'est, je crois, l'un des aspects qu'il faut avoir en tête. Alors maintenant, ça a été dit auparavant, quand on parle de rôle de l'industrie, par exemple, par rapport à la réduction de la dépendance, entre guillemets, par rapport à l'agriculture, développer l'industrie, c'est non seulement assurer davantage de création d'emplois, mais c'est également réduire les risques d'accroissement des inégalités. Parce que nous avons réalisé des travaux qui montrent que, c'est un de nos doctorants, et ça va être publié bientôt, lorsque la croissance économique est tirée par le secteur des services, ce qui est le cas au Maroc sur les 20 dernières années, eh bien, c'est un facteur d'aggravation des inégalités.
Absolument. Alors que la croissance tirée par l'industrie réduit les inégalités. J'aimerais encore dire un mot par rapport à cette dépendance vis-à-vis de l'agriculture. Il faut quand même avoir en tête que l'agriculture, ce n'est rien d'autre que 13-14% du PIB marocain en statique. C'est en dynamique qu'elle a un impact important, c'est-à-dire que l'élasticité, la variation du PIB suite à la variation de la production agricole, elle est assez sensible, et notamment du fait de l'importance de la population rurale au Maroc. Parfait. Très bien. Merci beaucoup. Merci, professeur Mourji, et merci aussi au professeur Chigar. Donc, nous allons recevoir dans quelques instants, se joindra à nous l'expert en questions bancaires et financières, Mustafa El Jay. Mais avant, une petite question, Khalid Ben Ali. Par rapport au déficit et par rapport à l'endettement, et ces perspectives, bien sûr, de croissance à la lumière aussi du projet de loi de finances 2022, une réaction par rapport à ces deux aspects. D'un côté, les prévisions de croissance dans le cadre du projet de loi de finances, et aussi en ce qui concerne cette question de déficit, parce qu'elle pèse, n'est-ce pas? Et de l'autre côté, ces prévisions de la mission du FMI, qui est notre sujet ce soir. Alors, je crois que tout d'abord, j'aimerais porter une ou deux petites précisions. La première, c'est que réaliser un taux de croissance à un niveau, et s'il n'y a pas une redistribution équitable sur le plan social et un impact visible sur la population, demeure un mythe. Là, je suis tout à fait d'accord avec le professeur Chigar. Mais toutefois, il faut en disposer d'un PIB important, d'un taux de croissance important pour pouvoir faire cette redistribution. Il faudrait qu'il y ait une adéquation. Maintenant, quand on parle du nouveau modèle économique et de ses apports, la grande partie, c'est le débat sur les secteurs porteurs et créateurs de valeur ajoutée et d'emplois durables qu'il faudrait bien discuter et bien identifier pour permettre le décollage de l'investissement privé. Si on ne prend pas ces initiatives, s'il n'y a pas de débat clair, s'il n'y a pas de précision à ce niveau, c'est difficile de réaliser et de faire la passe parce que nous sommes devant une logique où nous devons migrer et la migration doit être progressive. L'État a joué son rôle, c'est les grands projets structurants d'infrastructures, de transport, mais il y a des projets où le secteur privé devrait intervenir, tels que la recherche scientifique, tels que le secteur de la santé. Il y a beaucoup de secteurs où il doit intervenir. Maintenant, quand on parle de déficit budgétaire, le déficit budgétaire, il peut être volontariste et un moyen de promouvoir de l'économie, comme il peut être un élément négatif pour une économie donnée. Et il est lié à l'endettement. Concernant la loi de finances 2022, le gouvernement ne cache pas la possibilité de recourir à l'endettement, mais il conditionne cela par est-ce que cet endettement soit consacré à l'investissement et non pas à des dépenses de consommation quelque part ou au financement de la compensation. C'est-à-dire, et deuxièmement, il prévoit l'année prochaine de revenir progressivement vers les taux d'avant la crise. Mais la dette en elle-même, si on prend, il y a des projets, il y a une approche patrimoniale, c'est-à-dire lorsqu'on s'endette pour accroître le patrimoine de l'État, disposer de tramways, disposer de TGV, disposer d'infrastructures de transport, c'est-à-dire c'est des structures qui sont là, qui vont faciliter l'accès de personnes au transport, l'accès aux soins, l'accès de l'entreprise, réduire le coût à travers les infrastructures, c'est un patrimoine. Mais lorsque nous avons bien évidemment un endettement qui augmente et qui dépasse qui risque d'hypothéquer l'économie, d'hypothéquer les chances de relance dans le futur, c'est là où le bas blesse. Et surtout lorsqu'il n'est pas consacré. Quel est le seuil? Quel est le seuil? Est-ce qu'il y a un seuil à ne pas atteindre, justement? Bon, le seuil, c'était un seuil qui était retenu comme ça. Bon, c'était l'accord de Maastricht, 60%
un taux de 60%. Oui, mais les choses ont bien changé depuis l'accord de Maastricht. Bon, les choses ont changé. Maintenant, d'ailleurs, je l'ai dit, je le répète, qu'on constate que les agrégats macroéconomiques ne sont plus de mise, tout ça ne sont plus au niveau international. Aujourd'hui, nous sommes face à des économies dopées parce que tous les États ont mis la main à la poche pour financer et subventionner l'économie pour éviter les risques des répercussions négatives sur toutes les économies. Et maintenant, je crois ces chiffres d'endettement, si on prend l'endettement dans d'autres pays, c'est beaucoup plus élevé, mais ça n'a plus maintenant aucun sens. Le sens actuellement, et je reviendrai peut-être là, je mettrai d'accord avec le professeur Schigel, c'est que le grand débat, c'est comment relancer les économies à travers une nouvelle vision après le Covid. Parce que quand on a décidé des mesures de confinement à l'international, c'est pour éviter la propagation du Covid et pour éviter et sauvegarder la vie des citoyens. Donc finalement, le consommateur ou le citoyen, il est là, il participe à la production en tant que salarié, il participe au financement de l'économie en tant que consommateur, et c'est un élément fondamental dont on ne peut pas se passer. Est-ce que vous pensez que, justement, un élément fondamental, et pour le soutenir davantage, vous avez parlé de cette vision, est-ce que dans cette vision, la politique monétaire, telle qu'adoptée par le Maroc, et notamment par Banque El Maghreb, est-elle à maintenir selon vous, professeur Ben Ali ? Oui, je crois que toutes les décisions, la politique monétaire jusqu'à présent, pendant le Covid, les décisions qui ont été prises, je crois qu'ils ont permis quand même de maintenir un certain, de permettre une partie de la sortie de la crise économique dont a souffert le monde à travers les mesures qui ont été prises, parce que d'une part, il y avait des règles prudentielles applicables à la banque qu'on a annulées aux banques qu'on a annulées pendant cette période pour permettre justement une agilité beaucoup plus et interaction avec le tissu économique. Nous avons les crédits qui ont été, je dirais, les traites de crédit qui ont été reportées pendant le confinement, la révision à la baisse du taux directeur. Donc, plusieurs éléments qui ont été pris pendant cette période ont permis la relance économique. Notons par exemple le Daman Oxygène et les mesures qui ont été prises à titre incitatif, c'est-à-dire inciter les banques, donner des crédits incitatifs aux entreprises, mais en contrepartie, garder les salariés pour éviter un relèvement du taux de chômage. Donc, il y avait de l'économique, du financier, du monétaire, tout était là parce qu'on était en période de crise. C'est une phase transitoire pour beaucoup de choses, beaucoup de frontières ne doivent plus exister entre les politiques. Parce que l'intérêt, aujourd'hui, c'est de combiner et de trouver le meilleur dosage pour sortir, idem, de la crise. Alors, celles qui s'en sortent plutôt indemnes de la crise, et j'ai envie de dire qui ont montré beaucoup de résilience, ça c'est pas moi qui le dis, ce sont beaucoup de rapports, dont celui qui fait l'objet de notre émission ce soir, en l'occurrence ce rapport de la mission du FMI qui applaudit les banques marocaines, leur résilience face aux effets néfastes de la pandémie. Et je pose la question à présent aux spécialistes bancaires. Moustapha Al-Jaï, bonsoir, merci de vous joindre à nous par téléphone. Pourquoi les banques marocaines ont montré autant de résilience? Pourquoi n'ont-elles pas, j'ai envie de dire, souffert tant que ça des effets de la crise Covid? Oui, bonsoir madame. Effectivement, votre remarque est pertinente. Nous avons vu qu'en dépit de cette pandémie qui a eu un impact très fort sur le tissu économique marocain et notamment sur les PME, il faut noter que le soutien qui a été fait par le système bancaire et par les autorités monétaires à travers tous les mécanismes oxygène et relance ont permis aux entreprises de bénéficier de liquidités et de continuer, si vous voulez, à faire face à leurs charges de fonctionnement pour dépasser ce cap. Et les banques ont été, si vous voulez, à fin décembre 2021, comme la pandémie a persisté, il n'y a pas encore une grande visibilité. Nous avons vu ce qui se passe maintenant avec ce nouveau variant. Donc, elles ont prorogé les 54 milliards octroyés aux entreprises marocaines sur des périodes qui peuvent aller jusqu'à 5 ans. Et c'est ce qui a permis un petit peu, entre autres, si vous voulez,
aux banques de sortir avec des résultats et relativement confortables durant cette pandémie. Et bien évidemment, il y a eu aussi beaucoup de secteurs et beaucoup d'entreprises qui ont bien su profiter de cette pandémie pour développer davantage leurs activités. Je fais notamment allusion à tout ce qui est agroalimentaire, distribution, tout ce qui est aussi nouveaux métiers liés aux écosystèmes, si vous voulez, de l'industrie, de la santé et l'hygiène. On a vu que beaucoup d'entreprises ont fait un grand effort en matière, si vous voulez, de restructuration, notamment certaines entreprises textiles qui ont commencé à fabriquer des masques, etc. Toujours est-il, il faut signaler que la dernière conférence donc, faite par le FMI du 10-12 a montré un certain nombre d'inquiétudes pour le taux des créances en souffrance qui reste quand même élevé. Nous sommes pratiquement à 8,5 au niveau à fin septembre. Et il y a un additionnel des créances en souffrance qui n'est pas négligeable, qui est quand même de 17 milliards durant ces 2 années. Et si vous voulez, les banques ont également bien résisté à cette pandémie parce qu'il y a un soutien de Banque Maghreb, puisqu'il y a eu la levée de la majorité des règles prudentielles et un assouplissement pour alimenter d'abord les banques en ressources nécessaires. Le taux, comme vous l'avez vu, le taux directeur a été baissé à 1,1 et surtout assouplir les règles prudentielles pour financer davantage le tissu économique et notamment le tissu fragile des TPM. Mais est-ce que justement cela ne constitue-t-il pas un risque accru? Est-ce que cette situation, on peut la considérer comme pérenne ou ne serait-ce que peut-elle durer jusqu'à l'année prochaine en tenant compte qu'il y a beaucoup de créances en souffrance? Les créances en souffrance sont en hausse, sans oublier que bien sûr il y a eu le coup de pouce en ce qui concerne les daman, oxygène et autres, mais pour certains secteurs et notamment le tourisme, est-ce qu'on réussira à payer à temps ces créances? Et sinon, quels sont les risques qui pèsent aussi sur le secteur bancaire et financier? Où les banques ont pris les dispositions nécessaires pour bien se protéger contre ces risques-là? Effectivement, comme vous l'avez si bien dit, et même les prévisions, si vous voulez, d'un certain nombre de spécialistes, notamment les agences de notation comme Standard & Poor's, qui prévoient que pour les 2 années à venir, que ce taux de sinistralité va s'accentuer de 2 points. Et notamment, pour les secteurs très touchés, qui sont pratiquement à l'arrêt, comme tout ce qui est industrie du tourisme, un peu le secteur de l'immobilier et un grand pan de la PME et de la TPME. Sachant que 60% des TPME ont été touchés par cette pandémie. Donc les prévisions de certains agences de notation sont un peu inquiétantes pour les 2 années à venir. Maintenant, comme vous l'avez dit, les autorités monétaires, Banque Maghreb et le système bancaire et les banques essaient un petit peu d'améliorer leur taux de provisionnement, d'avoir une gestion très prudente en termes de, si vous voulez, de créances en souffrance, et aider au maximum ces entreprises économiques à dépasser ce cap. Très bien. La proposition qui a été faite par le FMI, enfin pas une proposition, c'est une invitation à accélérer le rythme de la création d'une structure de défaisance, c'est-à-dire une banque qui va isoler tous ces actifs de créance en souffrance, les mettre dans une structure autonome. C'est un projet qui date des années 2000 au niveau de Banque Maghreb, mais ce projet est très complexe. Et il y a beaucoup de facteurs. Est-ce que c'est la réforme légale en matière de résolution bancaire? C'est ce que vous expliquez, Siljay. Donc c'est la question de la réforme légale, c'est-à-dire qu'il faut mettre déjà en place un cadre légal juridique pour pouvoir lancer ce genre de produits et de projets, hein, parce que c'est pas des moindres. Tout à fait. Il faut une grande réforme juridique. Et je pense qu'au niveau du secrétariat général du gouvernement, il y a un chantier. Parce qu'il y a le volet, si vous voulez, légal, de transfert de propriété d'une banque à une autre. Il y a le volet fiscal, qui est aussi très très lourd. Et vous savez que le transfert de propriété est soumis à des taxes et des impôts. Il y a également, si vous voulez,
toute la législation qui concerne le transfert d'une créance d'une entité à une autre. Et il faut revoir même le code des obligations, les contrats et les obligations du code de commerce marocain pour permettre ce transfert. Et quand on voit certains pays qui nous ont précédés, comme l'Espagne lors de la crise de la bulle immobilière de 2008, il y a un autre cas d'une grande banque belge qui s'appelle Dexia, ça a été fait en 2011, mais il faut bien avant de grandes réformes que actuellement, si on prend la situation actuelle, un contentieux ou un recouvrement par voie judiciaire prend généralement quelques années, voire parfois jusqu'à 10 ans. Pour le faire très rapidement, il va falloir revoir tout le dispositif législatif et c'est ça qui bloque la mise en place de cette structure parce que si on la crée, il y a beaucoup d'investisseurs, beaucoup de fonds d'investissement internationaux qui rachètent ces créances avec des cotes de 30 à 40% et qui vont faire, d'abord, ils vont alléger les actifs des banques, ils vont donner aux banques les ressources pour continuer à alimenter l'économie nationale et les crédits à l'économie. Et en plus, dans ce portefeuille, il y a beaucoup d'entreprises que ces fonds vont restructurer et peut-être développer et la remettre à flot ou bien la céder. Donc c'est un très très gros chantier. Et comme je vous l'ai dit, depuis les années 2000, et la Banque centrale a essayé, mais il y a eu des grands facteurs. Merci beaucoup. Merci Moustapha El Jaï. Malheureusement, le temps de l'émission est désormais écoulé. Merci beaucoup Moustapha El Jaï, mais également mes remerciements au professeur Khalid Ben Ali, au professeur Fouzi Mourji. Merci beaucoup d'avoir enrichi cette discussion aujourd'hui et également au professeur Chiguer qui a dû nous quitter. Merci en tout cas encore une fois, messieurs. Voilà, c'est la fin de Questions d'actu. Très bonne soirée à tous.